Si vous pensez que vous avez une maladie incurable, si vous le pensez vraiment, vous avez raison. Si vous pensez que votre maladie est guérissable, vous avez aussi raison. La science a reconnu qu'au moins un tiers de toutes les guérisons, y compris les médicaments, la chirurgie et les autres interventions allopathiques, n'a rien à voir avec la méthode, mais tient de l'effet placebo. L'effet placebo est une autre façon de parler du pouvoir d'auto-guérison du corps. Et tout système qui libérera plus de ce pouvoir sera un meilleur système. La médecine informationnelle, la médecine qui utilise l'information et change l'information perturbée, c'est la médecine du futur. Regardez un patineur sur glace. Il peut faire certaines choses qui sont indescriptibles en termes d'impulsion nerveuse. Nous avons besoin d'une théorie basée sur le champ pour expliquer comment le système nerveux, dans toute sa complexité, peut coordonner tout ce qui se passe dans le corps. Nos cerveaux également ne fonctionnent pas de la façon que nous avons apprise à l'école. L'apprentissage ne se situe pas là, la mémoire là, le langage ici. Ce n'est pas là et ce n'est nulle part ailleurs. Ces aspects sont diffus à travers nos cerveaux. Nous y avons accès par le champ. Cela faisait peut-être 10 ans que j'avais ces terribles maux de tête qui devenaient de pire en pire et on a diagnostiqué un prolactinome. J'ai fait mon analyse de sang de routine et je suis allée voir mon spécialiste. À ma surprise, mes niveaux d'hormones étaient complètement normaux. Et lorsque mon docteur les a vus, il a dit « C'est incroyable ! Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, votre tumeur a disparu. » Un des éléments fondamentaux qui doit changer dans la médecine du futur est cette focalisation sur les gènes comme solution à toute maladie. Les gènes ne contrôlent pas notre biologie. On a besoin d'une nouvelle façon d'expliquer comment nous nous comportons, comment nous interagissons et comment nous guérissons. La matière est de l'énergie compressée. Les informations sont des modèles d'énergie. Il y a dans notre corps un flux d'informations. La régulation même de tout l'organisme et de toutes les cellules, la coordination de toutes les cellules se fait grâce à ces champs d'information, ces champs d'ondes scalaires. Le cœur génère de loin le signal rythmique et électromagnétique le plus important du corps. Si on regarde ce champ magnétique comme une onde porteuse, il est modulé par de l'information. Nous pensons que la guérison, c'est se lever d'un fauteuil roulant, recouvrer la vue, entendre à nouveau, se libérer d'un cancer, etc. Et ces choses se produisent, elles se produisent. Il est temps que l'on parle de ces nouvelles formes de guérison au sein des débats officiels, dans le but de créer un système de santé optimal. J'aimerais les repousser dans l'autre sens. Repousser, autant que possible. On va voir si notre robot est influençable. Mentalement. Oui, hop, hop. L'esprit peut-il influencer la matière? C'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot, baptisé générateur numérique aléatoire. Le docteur René Péoc connaît bien l'engin. C'est grâce à lui qu'il a obtenu sa thèse de médecine en 1986. Des travaux révolutionnaires que Mario aimerait reproduire. Alors voilà, donc ce robot se déplace en permanence de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard, parce qu'à l'intérieur, il y a donc une source électronique, hein, un bruit blanc électronique, enfin pour les experts, et qui à tout moment sort des chiffres au hasard, hein, en fonction de l'agitation donc des électrons, et ces chiffres sont traduits en mouvement de rotation, en angle de rotation, en distance de déplacement, hein, et normalement, donc lorsque le robot est tout seul, il va se déplacer véritablement au hasard. Pourquoi on fait cette recherche? Ça rentre dans un cadre plus large qui est la question très actuelle, quelle est la nature de la conscience?
C'est la conscience, quel est son rapport avec le corps, avec le monde extérieur. Et le but ici, c'est de voir effectivement si la conscience, quelque part, s'étale en dehors de ce qu'on peut appeler le corps physique, le cerveau. Donc ça, c'est un premier système, une première approche pour voir si effectivement l'esprit, d'une manière ou une autre, soit consciemment ou soit inconsciemment, a une petite influence sur la matière. Toutefois, il s'éloigne un petit peu, Oui, tout petit peu. Il faut être patient et jamais se déconcentrer. C'est en étudiant des poussins que René Péoc a eu l'idée de sa thèse de médecine. Il travaille alors dans un laboratoire de biologie animale quand il découvre la théorie dite de l'empreinte, élaborée par le prix Nobel Konrad Lorenz. Fasciné, René vérifie d'abord la théorie sur lui-même avant de la tester avec le petit robot. Qu'est-ce que vous faites là, René? Eh bien, je conditionne un petit poussin pour qu'il m'adopte exactement comme si c'était sa mère. C'est la théorie de l'empreinte, découverte par Konrad Lorenz, qui démontrait que des petits oiseaux pouvaient, dès la naissance, adopter n'importe quel objet qui bouge et qui fait du bruit à proximité de lui. Ça peut être un humain, ça peut être un robot. Là, en l'occurrence, avec ce poussin, c'est sur moi, et plus particulièrement d'ailleurs sur les chaussures. Et donc, il a absolument besoin de me voir régulièrement. Sinon, il va se laisser dépérir. C'est ainsi que la cave de René Péoc se transforme en poulailler. L'objectif du chercheur, conditionner des poussins pour qu'ils adoptent le générateur numérique aléatoire comme leur mère. Pour cela, chaque poussin doit passer au minimum 1 heure par jour pendant 1 semaine au contact du petit robot. Et ça marche. Il faut qu'il se reconditionne un petit peu. Privé de sa mère poule, dès la naissance, ce poussin développe une affection toute particulière pour le robot. Le but de l'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot, qui normalement fonctionne au hasard dans toutes les directions, va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc, va-t-il y avoir une influence de la pensée du poussin pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible ? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement mais sûrement de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péoc réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très très nombreux tracés, dont certains tout à fait impressionnants, comme celui-ci, vous voyez, où le robot est parti du centre et allé directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc des tracés de ce genre, on en a en pagaille. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée, mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot, et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non, c'est difficile de donner l'explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses, mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois,
s'amuse à critiquer, mais en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, l'énergie, le temps, les dimensions de l'espace. Tout ça, c'est de l'invisible, de l'immatériel, et on ne sait pas ce que c'est à la base. Bien là, la pensée, c'est le même type de phénomène. On ne la constate que par ses effets sur la matière, mais c'est invisible et immatériel. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard, de façon à ce que ce hasard lui soit favorable, dans le sens qu'il désire. Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un tel thème comme sujet de doctorat? C'est assez difficile, effectivement, parce que d'abord, on compromet sérieusement sa carrière. Oui. Et il faut dire qu'après, il vaut mieux pas envisager une carrière universitaire, parce que c'est un peu l'obscurantisme en France. Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique. Moi, j'appelle ça de la psychophysique, les autres parlent de parapsychologie. Mais bien que ces phénomènes soient indiscutables, c'est encore un sujet tabou. Je vais vous montrer très rapidement quelques-unes des premières recherches scientifiques. Ceci est la première étude. Je ne vais pas entrer dans les détails, à part dire qu'elle a été réalisée au Moyen-Orient, au plus intense de la guerre du Liban, au début des années 80. Et il a été suggéré, sur la base de plusieurs études à plus petite échelle, que si suffisamment de gens faisaient ensemble l'expérience et stimulaient ce champ fondamental de paix intérieure, qu'il y aurait une influence de paix qui rayonnerait et influencerait le comportement des gens dans la société. Les gens se réveilleraient le matin et décideraient « Bon, je ne vais tuer personne aujourd'hui. » Quelle pensée innovatrice! Qu'avec une compréhension un peu élargie, une vision moins étroite, moins centrée sur soi et stressée, que ces actes désespérés de terrorisme n'auraient tout simplement pas de terre fertile pour pousser. Ce tableau montre en ligne pointillée qui monte et descend la montée et la baisse quotidienne du nombre de personnes qui méditent en groupe à Jérusalem. En moyenne, 1000 personnes, parfois plus, parfois moins. Et la ligne continue représente le progrès vers la paix dans la guerre du Liban voisin. Et même avant les résultats d'une analyse statistique, vous pouvez presque voir dans les données brutes que le progrès vers la paix, mesuré par la baisse du nombre de morts, de blessés de guerre, de bombes, le progrès vers la paix monte et descend presque en parallèle avec le nombre de personnes qui méditent en groupe et irradie cette influence de paix intérieure qui devient une paix extérieure. Quand ces données ont été soumises à analyse mathématique, la probabilité que ceci soit dû au hasard est inférieure à 1 pour 10 000. Être capable d'avancer avec une telle certitude que la méditation en groupe a évité la guerre est une découverte vraiment remarquable. Quand ceci a été publié dans le journal de l'Université de Yale, Conflict Resolution, ça a produit une véritable tempête. Tout d'abord, il a fallu 2 ans pour publier l'article, parce que les éditeurs l'ont révisé et révisé avant de conclure que l'article est inattaquable. Cette étude a été conduite avec une rigueur scientifique bien supérieure aux normes requises pour être publiée dans n'importe quel journal. Donc, ils devaient le publier, mais ils l'ont accompagné d'une lettre. Et la lettre dans le journal disait « Les résultats de cette étude sont si inattendus qu'un millier de personnes puissent influencer le comportement d'1 million qu'ils ont insisté pour que d'autres scientifiques refassent cette étude. » Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 2 ans et 3 mois suivants. 7 autres collaborations scientifiques ont refait cette étude. Ils ont formé et réuni des groupes de méditation pratiquant la méditation transcendantale. Et pour chacune de ces recherches, durant ces 2 ans et 3 mois, il y a eu une réduction significative de la violence et de la guerre. 80% de réduction du nombre de morts et de blessures de guerre. Comparé à tous les autres jours, durant ces 2 ans et 3 mois, où il n'y avait pas de groupe de méditation, durant lesquels la situation s'est légèrement détériorée, comme le montre ce tableau, en comparaison aux 7 barres hautement positives qui montrent un progrès vers la paix très significatif au niveau statistique pour chaque étude. Si vous rassemblez tout cela, la probabilité que cette réduction de la guerre soit due, encore une fois, au hasard et non au groupe de méditation,
est inférieur à 1 pour 10 millions de millions de millions. Il y a beaucoup plus d'évidence que la méditation de groupe puisse arrêter la guerre comme un interrupteur qu'il y a de preuves, par exemple, que l'aspirine diminue le mal de tête. C'est un fait scientifique. Cette exposition dans le métro du Japon, elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau, dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information, et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme matère de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Peut-être, Joël Dornet, ce serait l'occasion de poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement au préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionnées par la sélection darwinienne. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile,
C'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN qui sont en monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150. Et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous savez manager ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien. Ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN. Cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique, ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines. Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir. Voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. The new biology reveals that our mind is controlling our genetics and our behavior. And when I talk about the mind, I talk about there are 2 parts to the mind. There's the conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind is the latest part of evolution, is right behind our forehead right here. It's the part of the mind that we have our spirit, our personal identity with. The conscious mind is very creative. It's the one we can have positive thoughts and think about what we want in the future. The subconscious mind is more like a recording device. It records behavior, and then when you push the button, we play the behavior. So it's not creative, it's a habit mind. Well, for the longest time, we thought that our conscious mind, our creative mind, is controlling our life. And that's the mind with positive thinking and the wishes and desires. The conscious mind has what do you want from your life in it. I say, what do you want out of your life? What do you want? You say, I want happiness and health and success. And I say, oh, those ideas come from the conscious mind. And the subconscious mind is not creative, it just plays habits. Well, here's the problem. The conscious mind can think about the future. The conscious mind can think about the past. We can solve a problem in our head by not paying attention to here and just going up in our head. So the point, the conscious mind is always moving from thought to thought to thought, moving around. So I say, well then, if the conscious mind's not paying attention, then who is running the life day to day, all the things we do, driving the car, doing the job? If our mind is moving, it turns out our subconscious mind. So now we know that we are only creating our life 5% of the time with our wishes and our desires. 95% of our life comes from the habits. And I go, whoa, well then we have a problem, because the fundamental habits, the first habits that we learned them from our parents, from our family, and our community. And this is the beliefs that went first into our subconscious mind. So I say, when you are being conscious, using your conscious creative mind, you're doing what you want. But the moment the conscious mind moves and thinks about something, then by default, we go to the subconscious. Like, oh, but
the main programs in the subconscious are other people's programs. We got them from our parents or from our family. And so now we find out 95% of our life is from the subconscious programs. And this is where a lot of issues come from, for a simple reason. I wish to be successful and healthy, and then I turn out to be a failure, or I turn out to have a disease, and I say, how come? And it turns out, because we're only working 5% with my wishes, 95% of the story from my family. So if my parents' behaviors created cancer, and they gave me the behaviors, then when I grow up, I will get the cancer as well. Not because I consciously want a cancer, but because my habits from my parents are playing 95% of the time. Well, this changes the way we do psychology for a very important reason. Because now we see the two minds as separate minds. Conscious is not subconscious. That conscious learns in a different way. Subconscious is more habit. Conscious is more creative. So I say, well, how can I educate a conscious mind? I say, read a book, read a self-help book. And I say, good, now you read the book. And I can give you a test at the end of the book. And I say, look, you got 100. You know everything in the book. I say, yes, your conscious mind has understood the book. And then I say, has your life changed? You go, it's the same life. How come? And I say, because you educated the conscious mind with reading, but you didn't change the subconscious mind. So you become more aware in your consciousness, and yet you still have the same habits in your subconscious. Psychology is like that as well. I can go back and find out, my mother did this, my father did this, my friends did this in my life, and that caused me to be crazy. And I say, oh, now I know all that. And I say, where is that knowledge? I say, oh, the conscious mind knows that. I say, now that the conscious mind is aware of why you're crazy, does your life change? And I say, no, because the conscious mind learns that way, the subconscious mind learns in a different way. So if you want to change the programming in the subconscious mind, which really runs our life, we can't have the conscious mind talk to the subconscious mind. Some people say, I'm going to give myself a good talking. I will tell myself not to do this again. And it never works. And the reason is this. There is an entity in the conscious mind, you. And the subconscious mind is a machine. So you try to talk to the machine, but there's nobody in there. And that's why we are not successful at changing the old patterns. So there are 3 ways to change the subconscious mind. And this is the 3 ways the subconscious mind learns. The subconscious mind can learn from hypnosis. This is how we got the first 6 years of programming in our subconscious. The subconscious mind can learn from habit. If I repeat something over and over and over again, practice and practice and practice, the subconscious mind can learn it that way. And a 3rd way is new. It's called super learning. It's a way of like pushing the record button on a tape recorder. When you push the record button, it can download information. The new psychology, called energy psychology, activates the equivalent of super learning. So we don't have to go over your whole life experiences. In just minutes, we can take a belief that is not helping you, in minutes, and rewrite that belief in the subconscious, and you can walk away 10 minutes later, a completely different person. I'm very excited by this psychology because the world is in a lot of stress. We don't have a lot of time like the old-fashioned psychology takes years. The new psychology takes minutes. And this is very important for humans because we need to change our lives as soon as we can to create a better, sustainable world. Louise Hayfilm, Greg Braden interview, take 1. J'ai été éduquée en tant que scientifique dans un univers de sciences dures, physiques, terrestres, dans les années 60 et 70. Il n'y avait pas de place au sein de cette éducation, pas de possible envisagé pour les choses dont nous parlons ici. Le genre de choses qui suggèrent que notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances peuvent influer d'une manière ou d'une autre sur le monde qui nous entoure. Et c'est à travers l'expérience directe que j'ai commencé à comprendre que c'est là un grand secret que tout le monde
monde connaît, sauf nous, les Occidentaux. Quasiment toutes les autres cultures que nous pouvons visiter depuis les monastères en Égypte, au Tibet, en Bolivie, en Inde, au Pérou, les traditions indigènes, les petits villages dans les montagnes des Andes, ils savent tous, eux, qu'il existe cette expérience que nous pouvons vivre à l'intérieur de notre corps qui influe sur le monde d'une manière ou d'une autre. Et nos sciences n'ont tout simplement pas permis historiquement à cette connaissance d'exister. J'ai été éduquée en tant que scientifique et entraînée à observer le monde qui m'entoure pour trouver mes réponses, alors j'ai commencé à visiter ces endroits. Je me suis rendue dans les monastères, dans tous ces endroits que j'ai mentionnés, et c'est à travers l'expérience directe, assis en présence de gens qui ont vécu et pratiqué le genre de tradition que Louise Hay et d'autres auteurs avec lesquels j'ai la chance de partager ce stage et ces informations auxquelles ils nous forment. Et ce que nous commençons à comprendre, c'est que c'est ici que les sciences se trompent doublement sur deux hypothèses présumées sur lesquelles s'appuient les sciences modernes. Elles sont en train d'en faire le tour et corriger ces hypothèses à présent. Mais la première est que l'espace, que nous croyons vide, n'est en réalité pas si vide. Il est empli d'une essence vivante, d'un matériau vivant que nous commençons tout juste à comprendre. C'est la première. Et la seconde est le fait, et c'est bien un fait à présent, que nous pouvons avoir des expériences à l'intérieur de nos corps qui influencent le monde au-delà de nos corps à travers le conduit de ce qui est dans cet espace. C'est donc en me rendant dans ces monastères, ces couvents, en discutant avec les indigènes, en les regardant les yeux dans les yeux, cœur à cœur, Dieu à Dieu, que j'ai pu dire à ces gens: lorsque vous réalisez simplement ce miracle, cette guérison miraculeuse, que faites-vous à l'intérieur de votre corps pour que ça se produise ? Et si je ne comprenais pas ce qu'il me disait, je redemandais encore et encore et encore à travers les traducteurs jusqu'à ce que je comprenne qu'ils créent une expérience qui produisait à l'intérieur de leur corps que ma science ne m'a jamais dit être possible ou même existante. C'est le chemin que j'ai parcouru et je veux juste mettre l'emphase là-dessus. La science est bonne. Je crois que notre science est bonne et nous a bien servi. Elle est simplement incomplète. Et c'est donc ce chemin qui m'a permis de retrouver les pièces manquantes que nous commençons tout juste à comprendre de nos jours en mariant la meilleure science de notre temps avec 500 ans de sagesse et de notre passé, en une compréhension plus complète, une compréhension qui nous ramène à la question, c'est une longue réponse à une courte question, ça nous ramène à ce que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Le fait qu'il existe quelque chose que nous pouvons faire dans nos vies qui influence non seulement le corps physique, le nôtre et celui de ceux qui nous entourent, qui influence littéralement la réalité physique de notre monde. Et ça change tout. Ça change tout ce que nous, les Occidentaux, croyons à propos de nous-mêmes. Ainsi, en tant que scientifique, j'ai aussi été amenée à comprendre que ceci est une manière très différente pour beaucoup de gens de se percevoir soi-même, ainsi que leur monde. Et j'ai trouvé qu'il existe une courbe d'apprentissage que nos audiences, nos amis, nos familles et les collègues au sein de ma carrière dans la fontaine d'eau, ceci n'est pas quelque chose dont les gens parlent normalement dans une organisation technique. Ils ne se réveillent pas le matin en disant: quel genre de sentiment, quel genre de rêve, quel genre de guérison as-tu vécu ce week-end? Ils parlent de qui a gagné le match de foot, qui a gagné la loterie. C'est ici que ça apporte de la pertinence à nos vies, car nous avons chaque jour ces expériences, que nous soyons conscients ou non, que ces expériences affectent physiquement nos corps et notre monde. La science occidentale commence à présent à comprendre, ces dernières années seulement, du XXe et les premières du XXIe siècle. C'est à présent un fait scientifique. L'espace entre les choses est tout sauf vide. Il est empli d'une essence vivante, vibrante, qui est si nouvelle que les sciences ont encore besoin de temps pour s'accorder sur un terme technique. Certains l'appellent l'hologramme quantique, un nom qui sonne très technique. Le docteur Edgar Mitchell, ancien astronaute de l'Apollo avec lequel j'ai eu l'honneur de partager une estrade plus d'une fois, appelle ça l'esprit de la nature. Stephen Hopkins l'appelle l'esprit de Dieu. D'autres l'appellent seulement le champ. En 1944, le père de la physique quantique, Max Planck, a identifié l'existence de ce champ et l'a appelé la matrice. Il a dit que sous-jacent à tout ce que nous voyons, nos corps compris, tout ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure, il a dit qu'il existe ce qui doit être l'esprit conscient et intelligent. C'est son langage en 1944. Il a dit que cet esprit est la matrice de toute matière. Des films et des séries ont été inspirés par son travail et bien de nouvelles idées que nous avons aujourd'hui
Alors ce que nous savons, voici. Nous avons l'opportunité d'influencer ce champ d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Ça se fait à travers le cœur humain, ce n'est pas un processus de pensée. Les pensées sont importantes. Les anciens ont fait la distinction entre les pensées, les sentiments et les émotions. Et ce sont les sentiments centrés dans nos cœurs, appelés aussi émotions cohérentes basées dans le cœur. Nous savons que lorsque nous ressentons une émotion d'amour, de compassion, de compréhension, de pardon, nous changeons l'estime de soi, qui produisent en effet un changement des champs électromagnétiques dans nos cœurs. Et ce sont ces sentiments, littéralement, qui changent la matière dont notre monde est fait autour de nos corps. Nos cœurs sont les champs magnétiques les plus forts de nos corps. Et ils sont également les champs électriques les plus forts de nos corps, bien plus forts que les champs de nos cerveaux. Le cerveau, certes, crée ce genre de champs, mais le cœur est bien plus fort. Ce que la science nous montre à présent, c'est que lorsque vous pouvez changer le champ dans lequel se trouve un atome, vous pouvez changer cet atome. Et nous sommes faits de ces atomes. Nous avons donc des sentiments dans nos cœurs, nous changeons le champ qui connecte la matière dont tout est fait, et nous altérons littéralement notre réalité physique d'une manière qui semble miraculeuse à la science occidentale. Encore une fois, c'est le grand secret que tout le monde connaît sauf nous, car la science occidentale est non seulement tout juste parvenue à cette compréhension. Si vous allez visiter ces traditions et ces cultures indigènes et anciennes, c'est là où ils commencent. Ils commencent par la compréhension que tout est connecté et que bien sûr nous faisons partie de ce tout. Et alors seulement, ils font ce pas supplémentaire de dire voilà, je vais te montrer comment créer des effets dans ton corps en sorte que tu puisses guérir ton corps et le corps des autres. Tu peux changer ton estime de soi et ton corps va refléter comme un miroir ce changement. Et ça n'a pas besoin d'être un long et lent processus à sécher, ça peut arriver très très rapidement. Ça peut arriver en quelques minutes. Nous avons de la documentation vidéo issue des hôpitaux sans médecine à Beijing en Chine, par exemple, où l'on voit qu'ils comprennent ces pratiques et les emploient depuis plusieurs centaines d'années. Nous pouvons regarder dans le corps d'une femme en vie avec une tumeur cancérigène que la science occidentale nomme inopérable et nous pouvons ensuite regarder ces trois praticiens qui comprennent le langage de l'émotion humaine, créer le sentiment dans leur corps sans regarder cette tumeur comme une maladie. Ils voient cette femme entière, en bonne santé, vitalisée, complètement, intensément en eux-mêmes. Son corps physique se met à refléter ce sentiment et nous pouvons le voir grâce au sonogramme. Nous pouvons voir la tumeur disparaître en moins de 3 minutes. C'est à cette vitesse que la réalité peut changer et c'est ici que la déconnexion arrive dans la science occidentale. Car j'ai partagé cette information avec des scientifiques et des docteurs en médecine partout dans le monde et ils ont dit « Waouh, c'est un miracle, nous allons devoir revenir et étudier ça. » Et nous le ferons dès que nous aurons trouvé un médicament pour le cancer ou dès que nous avons trouvé le médicament qui soignera à un niveau mécanique. Ils regardent ce que nous savons à présent être notre corps physique reflétant quelque chose de pas si physique, comme un processus mécanique. Et c'est là où la science est seulement en train de parvenir. Les 3 praticiens de l'hôpital sans médecine de Beijing ne jugeaient pas cette tumeur cancéreuse. Ils ne la jugeaient ni juste, ni injuste, ni bonne, ni mauvaise. Ils la voyaient comme une possibilité quantique et il existe beaucoup de possibilités. Bien sûr, celle-ci n'en est qu'une. Et ils disaient à présent, nous allons en choisir une autre. Mais c'est une manière subtile et très différente de regarder les choses, car elles reconnaissent ce qui est et ensuite seulement invitent une nouvelle possibilité, plutôt que d'avoir une charge sur ce qui est et sentir que nous devons d'une manière ou d'une autre manipuler ou couper dans le cas de la tumeur ou changer, battre la réalité physiquement au marteau jusqu'à sa soumission. Ce qu'ils font, c'est reconnaître ce moment, cet exemple et le changer à ce niveau que nous pouvons appeler le programme quantique. Ils ressentent le sentiment d'une autre possibilité qui s'est réalisée et ce faisant, ils permettent à cette possibilité de remplacer celle qui existe sans la juger. As if another possibility has occurred, and in doing so, allowing that possibility to replace the one that exists without judging the one that exists. J'étais un ingénieur en aérospatial à Denver, Colorado, durant les dernières années de la guerre froide, dans les années 80, à l'époque où le fameux nuage brun inondait Denver de pollution. Et nous pouvions tous conduire le même jour. Nous devions organiser le covoiturage et un jour, je me suis rendue chez un ami ingénieur. C'était ma semaine d'astreinte et j'y suis arrivée un peu en avance. Je n'avais jamais été chez lui et je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa salle de bain. J'y suis entrée et j'y ai trouvé des petits post-it d'affirmation partout dans la salle de bain qui disaient « Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant ».
maintenant. Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. Nous sommes entrés dans sa voiture et il y avait des post-it partout sur le tableau de bord, le rétroviseur. Ma partenaire parfaite se manifeste pour moi maintenant. Et bien sûr, j'ai su de quoi son bureau avait l'air. De la même manière, il les avait accrochés partout sur les murs et son écran d'ordinateur. Je lui ai demandé, est-ce que ces affirmations fonctionnent pour toi? Il m'a dit non, ça n'a jamais marché. Et je lui ai demandé, pourquoi penses-tu que ça n'a pas marché? Et il m'a dit, regarde-moi, qui voudrait être avec quelqu'un comme moi? Je ne suis qu'un ingénieur. Vous voyez, il avait une très faible estime de soi et j'ai commencé à penser à la manière dont il appliquait les affirmations et la manière dont d'autres personnes les appliquaient avec beaucoup de succès. Et la différence que j'ai trouvée, c'était que pour lui, il s'agissait d'un processus de pensée qui n'a jamais dépassé ce qui se passait dans son esprit et dans l'image qu'il se faisait de lui-même, sa propre estime. La pensée est importante. Les anciens sont très clairs à ce propos. Dans les textes sanscrits, ils nous disent que la pensée est l'image de la possibilité quantique. En d'autres mots, dans le domaine des possibilités, tout existe déjà. La relation parfaite de mon ami est la pire qu'il n'aura jamais vécue, la plus lumineuse des lumières, la plus obscure des obscurités. Nos plus grandes guérisons et nos plus grandes souffrances, toutes ces possibilités sont déjà là. Et ce qu'il nous invite à faire dans ces traditions anciennes, c'est d'atteindre ces possibilités dans notre esprit. Ça, c'est le pouvoir de notre esprit. Et d'isoler, nous verrouillons l'une de ces possibilités. Et à présent, nous avons à l'emporter, à l'identifier d'une manière ou d'une autre, pour l'apporter dans ce monde, pour insuffler de la vie à ces possibilités. Nous y amenons le pouvoir de l'émotion humaine, notre amour pour cette possibilité ou notre peur de cette possibilité. L'une ou l'autre marchera. Pour amener cette possibilité quantique dans la réalité des particules de notre vie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin de savoir, ça sonne très technique, nous avons juste un sentiment, mais ceci est la science. Ça apparaît comme la science de comment ces choses fonctionnent. C'est donc pourquoi notre estime de soi est si importante. Lorsque mon ami ingénieur a ressenti qu'il n'y a pas de raison que qui que ce soit veuille être avec lui, comme il me l'a dit, l'affirmation pour lui était une affirmation vide. C'était une pensée qui n'avait pas d'énergie pour l'inviter dans ce monde. Et un exemple à l'opposé de tout ça, comme je connais d'autres personnes qui simplement ont fait une liste de toutes les caractéristiques d'un partenaire parfait pour leur vie, c'est ce que font beaucoup de gens pour qui ça marche et c'est ce que j'utilise comme exemple, mais ça marche pour la guérison, pour la paix, c'est juste que nous parlons de relations ici. Ils font la liste de toutes ces caractéristiques et ensuite ils partent du fait que cette relation est déjà en train de se réaliser. De quelle manière leur vie est différente à présent que ce partenaire parfait est présent, ou leur soirée, de quelle manière différente ils passent leur temps, comment ils se sentent quand ils se réveillent le matin et partagent la vie de quelqu'un. Et ce sont ces sentiments qu'ils vivent à longueur de journée. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit pour faire 1 minute et on se lève et on s'en va. C'est plutôt quelque chose que l'on devient. Nous vivons nos vies comme si ces expériences ont déjà eu lieu et c'est de cette manière que nous les invitons dans nos vies. Et elles arrivent si vite qu'elles peuvent faire peur à certains. Je connais des gens qui n'ont pas eu le temps de terminer leur liste, elles sortent déjeuner ou prendre un café et la personne qui leur amène le déjeuner se trouve être la personne décrite sur cette liste et ils tombent amoureux et ils se marient et 20 ans plus tard ils sont toujours mariés. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Tout est donc une question de clarté, de spécificité, d'être personnel, d'être très clair avec l'idée que ce sont là des désirs personnels. Scientifiquement, il apparaît que ce champ, la matrice divine, est le miroir et le pont entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Et il ne peut nous donner que ce que nous lui donnons pour travailler avec. Et la chose intéressante, c'est que nous avons été conditionnés à ressentir les sentiments des choses que nous ne voulons pas dans la vie et dont nous avons peur. Nous nous réveillons le matin et nous regardons les infos de 6 heures avec toutes les choses dont nous devons avoir peur et ensuite nous traversons notre journée en nous disant « Oh, j'espère que je ne verrai pas ça aujourd'hui » ou « J'espère que ce n'est pas l'angle de cette rue ». Et dans mon questionnement, si fascinant pour moi, d'où nous apprenons à ressentir les choses que nous ne voulons pas vivre plutôt que les choses que nous choisissons de vivre. Et comment nos vies seraient différentes si nous coupions court à tout ce qui est statistique et si nous choisissions simplement dans toutes nos vies ce que nous aimerions vivre à chaque instant de la journée ou dans nos relations ou dans le domaine de l'abondance ou de la carrière ou de la paix dans nos familles. De quoi nos vies auraient l'air si nous pouvions faire ça? Il existe une très bonne preuve scientifique montrant précisément à quoi ressembleraient nos vies. Car très rapidement nous expérimenterions tout ce que nous créons.
En tant que scientifique, l'une des premières choses que j'ai eu à comprendre, et encore une fois mon éducation, j'ai été éduquée par les sciences pures et dures et aucune expérience antérieure n'y avait la permission d'avoir un effet quelconque sur le monde extérieur, pour commencer. Deuxièmement, j'ai été élevée dans une communauté relativement conservatrice dans le Midwest. Je suis née dans le Missouri, Kansas City, Missouri, et dans cette partie du monde, lorsqu'on parlait d'émotions, ça se réduisait à cette expérience nébuleuse des pensées, des émotions et des sentiments qui seraient tous le même genre de choses dont on ne parlait pas vraiment beaucoup. Et soit dit en passant, en tant qu'homme, on ne veut vraiment pas voir beaucoup des vôtres. C'était mon éducation. J'ai donc commencé à comprendre que lorsqu'on va dans différentes cultures, et je me réfère encore et encore à cette sagesse que nous avions, la sagesse des cultures occidentales qui a été perdue durant le IVe siècle, il y a environ 1700 ans, cette sagesse a été éditée hors de nos traditions religieuses les plus aimées, les éditions bibliques du IVe siècle. Cette sagesse n'a pas été retirée des autres cultures que nous avons visitées. Et c'est la valeur que l'on peut trouver en visitant ces cultures. Ils identifient 3 expériences séparées et à la fois reliées que nous avons tous à l'intérieur de nos corps. Et ils les appellent littéralement pensée, sentiment. Et voici la différence. La pensée est identifiée avec les 3 plus hauts centres d'énergie. Les traditions sanskrites parlent de 7 centres énergétiques, un système de 7 chakras avec lequel ils travaillent, et ils disent que les 3 centres les plus hauts sont reliés au processus de la pensée ou de la logique. Donc, lorsqu'on pense à quelque chose, on le visualise dans notre esprit. Cette relation parfaite où Donc, lorsqu'on pense à quelque chose, on le visualise dans notre esprit, cette relation parfaite ou la paix entre les nations. Mais nous ne pouvons les inviter dans notre vie seulement en insufflant la puissance de l'émotion dans cette pensée. L'émotion provient des 3 centres créatifs les plus bas dans notre corps. Ainsi donc, lorsqu'on insuffle le pouvoir de l'émotion dans notre pensée, nous imprégnons cette pensée de vie. Et ces 2 énergies se rencontrent en un seul centre qui n'a pas encore été utilisé dans notre modèle, c'est-à-dire le cœur, ou ce que les scientifiques appellent l'oscillateur liquide à 7 niveaux dans le centre de notre poitrine. Mais appelons-le juste notre cœur. Car c'est ce qu'il fait. Notre cœur crée des ondes électromagnétiques qui influencent le monde autour de nous sur la base de ce que l'on pense et de l'émotion que nous insufflons à ces pensées pour créer le sentiment. À présent, nous venons de définir le sentiment. Le sentiment, d'après les définitions des traditions sanskrites, c'est l'union de la pensée et de l'émotion qui ensemble créent le sentiment. Et ce qui rend tout ça vraiment intéressant, c'est que ces traditions disent que nous sommes capables de seulement 2 émotions primaires, l'amour et quel que soit le nom que l'on donne à son opposé. Et lorsque vous avancez plus profondément dans ces enseignements, il s'agit de 2 aspects de la même chose. Mais ce qu'ils disent, c'est que nous avons notre pensée et nous y insufflons soit de l'amour de cette pensée, soit de la peur de cette pensée, pour créer le sentiment. Et le sentiment alors devient tristesse ou joie ou compassion, ou colère. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des sentiments. Pour certaines personnes, ça paraît tatillon. Quelle différence ça peut bien faire? Et ce sont les différences subtiles entre ces manières de voir anciennes, ces technologies intérieures. C'est littéralement une technologie, car nous pouvons avoir une même pensée, la même affirmation et l'imprégner avec une émotion différente. Et nous obtenons des sentiments totalement différents qui créent des résultats différents. Et ceci est le grand secret qui a été effacé de nos traditions chrétiennes et pré-chrétiennes, nos traditions judéo-chrétiennes, lorsque 45 livres ont été retirés au IVe siècle. 20 ont été retirés entièrement, les 25 restants ont été condensés et réarrangés. Et nous le savons car nous avons trouvé l'information dans les parchemins de la mer Morte, de la librairie de Nag Hammadi, les textes coptiques et gnostiques. Donc nous savons ce que ces textes auraient dit si nous les avions. La chose intéressante, c'est que sans ces textes, nous tendons à compter sur le mot écrit pour valider ces pouvoirs que nous ressentons dans nos corps et dans notre esprit. Je pense que tout le monde sent ou suspecte un potentiel non utilisé dans le corps humain. J'ai été sur tous les continents de la Terre et j'ai demandé à tous les publics que j'ai pu rencontrer, est-ce que vous sentez que c'est là? Et tous disent, oui, nous sentons que c'est là, qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas vraiment le comprendre. Pourquoi? Donc, nous avons le sentiment qu'il y a plus, mais nous appuyons sur la validation écrite dans un texte écrit il y a 5000 ans ou à une étude scientifique qui nous dirait que c'est vrai. Et c'est, je pense, la valeur que nous pouvons trouver à lire ces textes, car nous y voyons les mots qui disent littéralement ce que nous ressentons. Dans le Gospel de Thomas, le Gospel perdu de Thomas, il est littéralement dit que lorsque ces 2 deviennent un, quand la pensée et l'émotion deviennent un, alors tu diras à la montagne bouge et la montagne bougera.
J'ai longtemps pensé que c'était une métaphore. Et j'ai à présent suffisamment vu pour savoir que retirer une tumeur cancéreuse du corps d'une femme vivante, ça c'est bouger une montagne pour moi. Et c'est faisable et déjà fait en mariant la pensée et l'émotion ensemble. En 1998, j'ai fait mon premier voyage dans les montagnes de la Chine centrale et du Tibet. Et c'est à cette époque que nous avons eu une audience avec un abbé, un leader dans une secte particulière, un monastère. Et cet homme est mort il y a quelques années seulement. Je suis donc très heureux que nous avons pu parler avec lui à l'époque. C'est à cet homme que j'ai posé une question que j'ai posée à chaque prêtre, chaque nonne, chaque chaman au Pérou et en Bolivie. Et c'est de cet homme que j'ai reçu la réponse la plus claire. Je lui ai posé cette question. Lorsqu'on vous regarde prier de l'extérieur, on vous voit chanter pendant 16, 18 heures par jour et on voit les cloches et les bols et les mudras et les mantras et les gongs et les carillons et les encens. Nous vous regardons prier de l'extérieur, mais que faites-vous de l'intérieur ? Et cet homme m'a regardé et m'a dit « Tu n'as jamais vu nos prières, car nos prières ne peuvent pas être vues. Ce que tu vois sont les choses que nous faisons pour créer le sentiment dans nos corps. Et c'est le sentiment qui est la prière. » Et alors il m'a posé une question à son tour grâce à un traducteur. Il m'a dit « Comment faites-vous ça dans votre culture ?» Et j'ai commencé à y penser et à réaliser que lorsque nous avons perdu les mots dans nos traditions spirituelles les plus aimées, qui nous disaient que le sentiment est un langage qui parle à nos corps dans ce monde, lorsque nous avons perdu les mots qui valident ce savoir et que nous avons commencé à croire que les mots eux-mêmes étaient les prières ou même les affirmations et que si nous disions ces mots le nombre de fois requis au bon moment de la journée ou de l'année, nous avions prié. Et alors, si elle ne marchait pas, nous devenions frustrés, nous disant « ma prière ou cette affirmation n'a pas marché pour moi » parce que nous avons perdu le lien avec le sentiment et l'émotion. Lorsque j'étais dans les monastères du Tibet et que cet abbé était mort, un nouvel abbé a pris sa place. Il était déjà dans sa 80aine et il était le nouvel abbé tout jeune. Je lui ai posé une question. C'était en 2005, nous revenions tout juste et je lui ai demandé quelle est la force dans votre tradition, dans votre système de croyance? Quelle est la force qui connecte l'univers, qui maintient le tout? Avec l'aide d'un traducteur, il m'a répondu d'un seul mot. Et j'ai cru que j'avais mal entendu. Je lui ai demandé de répéter. Et il a répété. La compassion. Et je lui ai dit, attendez. La compassion est-elle la force qui maintient le tout ou le sentiment que nous expérimentons dans nos corps? Et il m'a dit oui. Et ça a été très puissant pour moi de comprendre ça, car ça dit que nous avons la capacité de sentir dans nos corps cette chose qui maintient cet univers et que nous ne sommes vraiment pas si différents de ces particules quantiques dans les étoiles au-dessus de nous ou dans la tumeur qui est en face de nous et la souffrance de nos aimés ou la paix entre les nations. Tout fait partie d'un même tout. Le challenge est d'en faire plus qu'un exercice intellectuel. Comment sait-on que nous sommes partie du tout? L'une des manières qui m'a aidé à aboutir à cette réalisation a été l'expérience réalisée en 1997 à Genève, en Suisse. Ça a fait la une des journaux. 3500 journalistes scientifiques ont assisté à cette expérience. Ils en ont fait des documents et ça n'a pas fait la une de Time Magazine ou de USA Today, même si je pense que ça aurait dû. Ce que cette expérience a montré, c'est que si on prend cette matière dont le monde est fait, une particule de cette matière, une particule, et même si on divise cette particule et qu'on envoie chaque partie de la particule à différents endroits, ce qui a été fait lors de cette expérience. Ils ont séparé une particule en deux et ont envoyé un bout de 7 miles dans une direction et l'autre 7 miles dans la direction opposée. Il y avait 14 miles de distance et même si elles étaient séparées physiquement, elles étaient toujours connectées énergétiquement, en sorte que lorsque l'une des particules était perturbée, l'autre vivait la même expérience et parfois l'autre particule agissait comme si elle avait vécu l'expérience avant que la première ne soit perturbée par les scientifiques. Et c'est ahurissant. Comment cela peut être? Mais ce que cette expérience nous dit, c'est qu'une fois que la matière est physiquement jointe, même lorsqu'elle se sépare, l'énergie est toujours là pour les maintenir connectés. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Parce que si on recule suffisamment dans le temps, toutes les particules de matière de tout cet univers qui est en expansion étaient toutes reliées ensemble dans une seule particule de la taille d'un pois vert. C'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui et ce que les modèles sur ordinateur suggèrent.
Si on pouvait aller dans l'univers aujourd'hui et prendre toutes les particules de la matière en retirant tout l'espace entre les deux et les compresser, les ramener les unes contre les autres dans un espace de la taille d'un pois vert, ça veut dire que vous et moi et tous ceux qui écoutent, nous avons tous été partie de cette même particule qui crée cet univers entier aujourd'hui. Et même si ces particules sont maintenant séparées et en expansion, et les études montrent qu'elles le sont, énergétiquement, nous sommes encore tous reliés. Lorsque nous avons perdu l'information qui nous disait que nous sommes tous partis de tout ce que nous pouvons voir, nous nous sommes retrouvés sur un chemin très technologique, dépourvu de la sagesse qui nous incluait dans l'équation. Nous pensions donc qu'il y avait le monde extérieur et que nous étions séparés de ce monde. Et à présent, ce qui se passe, c'est que notre technologie a été si loin que notre propre existence est menacée par les technologies que nous avons développées, que ce soit les guerres ou les virus ou les changements climatiques. Je crois que la boucle est à présent bouclée. Pour survivre à notre époque, dans l'histoire, nous devons nous réinscrire dans l'équation. Nos prières, nos affirmations, nos croyances, notre langage, et lorsqu'elles sont prononcées par le langage du cœur, elles ont un impact direct et puissant sur nos corps ainsi que sur le monde qui nous entoure. Et ça nous invite à être très très conscients de ce que nous avons vraiment dans le cœur, la vérité sur le monde que nous y maintenons. Car nous le vivons dans nos vies, la lumière la plus lumineuse et l'obscurité la plus obscure, les plus grandes peurs et les plus grandes joies. Ce que nous commençons à comprendre, c'est que l'émotion humaine, dans le sentiment d'une croyance, est littéralement un langage non verbal que ce chant reconnaît et comprend. Et le chant travaille, comme on dit, en temps réel. Il n'a pas la notion de ce qui sera dans quelques minutes. Donc si on dit dans une affirmation dans 20 minutes, j'aimerais que mon partenaire parfait se manifeste pour moi, le chant ne connaît rien de ces 20 minutes. C'est une implication en temps réel. Et c'est pourquoi la clé, ce que disent les anciens et les prêtres, les nonnes de nos jours, ils disent d'être très spécifiques lorsque nous choisissons ce que nous voulons vivre. Parce que ce que nous faisons, ça aide si on comprend ça, ce que nous faisons, c'est que dans le monde des possibilités quantiques, dans la soupe nébuleuse de toutes les possibilités, ce que nous faisons, c'est isoler, verrouiller une possibilité dans l'espace. Et si nous ne sommes pas spécifiques à propos de la possibilité que nous choisissons, comment le champ pourrait-il être plus spécifique à propos de ce qui nous amène dans notre réalité ? Quoi qu'il nous en coûte pour en arriver au point où nous pouvons transcender les limites des lois physiques et de la biologie telles que nous les avons connues par le passé, nous avons le pouvoir en nous qui transcende ces lois. Nous sommes plus que nos erreurs, plus que nos souffrances, plus que les limites auxquelles nous croyons par le passé. Et c'est là que je dis « waouh ». Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence.
We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense, based on practical intelligence. My name is Foster Gamble.
And I have spent nearly a lifetime trying to figure out what happened that could account for the staggering agony and deprivation on this planet. I set out on a journey seeking to answer questions like, is it even possible for humans to thrive? I found a code, a pattern in nature that's been embedded in arts and icons throughout the centuries. Yes, there have been crashed craft and bodies recovered. But who do you tell that you were involved in a UFO incident without them looking at you like you ain't wrapped too tight? It's not etched into the rock, it's not carved, it's burned into the atomic structure in some extraordinary way. I believe that they're giving us a model for accessing energy in a clean, safe, limitless way that could completely revolutionize the way all people live. Right here in this toroid, we have enough energy to transform the entire Earth. And that's not just a theoretical statement, it's literally true. The energy is extracted from the fabric of the space around us, which means it cannot be metered. That is a direct threat to the single largest industry in the world, energy. The suppression of UFO phenomena is hand in hand with the suppression of so-called free energy. An elite group of people and the corporations they run have gained control over not just our energy, food supply, education, and healthcare, but over virtually every aspect of our lives. The way the system of medicine is set up, medical education is funded by pharmaceutical companies. We have a privately owned central bank system disguised as a government-owned system. There is no other agency of government which can overrule actions that we take. It gives them the ability to print money in a way that the insiders are protected and everybody else is trained. No matter where you go in the world, he who controls the money controls the world. The time has come to say enough. There is another way. If you want alternative energy, you don't ask an oil economy to produce it for you. We have to produce it. The power of the internet enables us to share the depth of this research. There is an extraordinary, fierce group of people who are taking this on. We can make a real difference right now. The simple power of truth. We're not nearly as insignificant in our impact as we think we are. There is a force that's more powerful, and that's the power of the people. We can create a world where people can thrive. Thrive. What on earth will it take? Be a part of the conversation. Be a part of the solution.